Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente d'honneur de l'association Hassanet pour le développement humain, a présidé cet après-midi la cérémonie d'inauguration du centre de santé urbain Al-Massira 2 à Temara. Après la réhabilitation de ce centre, cette rénovation a permis l'élargissement de l'offre de soins, particulièrement s'agissant de la santé de la mère et de l'enfant. L'hécatombe routière toujours aussi mortelle, malgré les efforts considérables engagés par les autorités, la situation reste très alarmante. La Journée nationale de la sécurité routière est l'occasion de le rappeler et de redoubler d'efforts en termes de sensibilisation. Nous vous proposerons de plonger dans le monde de la jeune artiste Huyam Rahmani. Les clous et les fils sont ses matériaux favoris. Elle en fait des merveilles, des œuvres originales au plus près du cosmos. Je vous le disais en titre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente d'honneur de l'association Hassanet pour le développement humain, a présidé cet après-midi la cérémonie d'inauguration du centre de santé urbain Al-Massira 2 à Temara après la réhabilitation de ce centre. Cette rénovation a permis l'élargissement de l'offre de soins, particulièrement s'agissant de la santé de la mère et de l'enfant, avec des équipements modernes. Houdam Sahel, Abdelali Riyad, Abdelrahim Filoul et Iman Ablou. Le centre de santé urbain Massira 2 se refait une santé. Et c'est Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente d'honneur de l'association Hassanet pour le développement humain, qui inaugure cette structure après des travaux de rénovation. Une offre de santé élargie et améliorée au service d'une population de plus de 83 000 patients. Ce centre a vu un réaménagement dans sa structure par l'association Hassanet qui est présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna. Cette association avait une philosophie de travail, c'est de vision, c'est que le centre doit avoir deux pôles. Un pôle curatif où il y a 7 médecins qui font la consultation curative et un pôle mère-enfant. La mise à niveau des centres de santé dans un cadre partenarial est importante pour nous. Elle permet d'améliorer l'offre de services, la qualité du service bien entendu, et puis d'implémenter les différents programmes de santé. Le centre perfectionne particulièrement ses services à l'adresse de la mère et de l'enfant. La santé reproductive revêt ici un intérêt capital vu la demande croissante. À cela s'ajoute tout un travail de sensibilisation mené de front pour lutter contre le cancer de sein et du col utérin. Ce centre est très fréquenté. Son réaménagement et la création de nouveaux pôles devront améliorer la gestion des consultations. Nous initions également des actions éducatives et de sensibilisation. Les ambitions en la matière sont toujours grandes. Ici, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna préside la cérémonie de signature de 2 conventions entre l'association Hassanet pour le développement humain et ses partenaires, le CP et la REDAL. Objectif, renforcer l'offre de soins à El Jadida par l'aménagement de 4 centres de santé. En attendant, le centre de santé urbain Massira 2 s'inscrit déjà dans la lignée des projets visant à faire de la proximité le fondement d'une offre de soins performante. L'hécatombe routière toujours aussi meurtrière malgré les efforts considérables engagés par les autorités et la baisse significative du nombre des victimes. La situation reste très alarmante. Elle était d'ailleurs ce matin au centre des débats lors de la réunion du comité interministériel de la sécurité routière. L'occasion de faire le point sur les avancées réalisées en matière de lutte contre les accidents de la route et de se fixer de nouveaux défis car il y a encore un long chemin à parcourir. Khadija Jamali et Nisril Hamdawi nous en disent plus, chiffres à l'appui. Au Maroc, les routes continuent d'être mortelles. Chaque année, 3500 personnes sont tuées dans des accidents de la circulation et plus de 100 000 autres en sont blessées, soit une moyenne de 9 morts et 320 blessés par jour. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Pourtant, selon les autorités concernées, réunies en comité interministériel, les indicateurs statistiques soulignent une légère baisse de 0,40% du nombre de morts en 2018. Quant aux blessés, ils enregistrent une baisse de 4,90%.
La baisse de ces indicateurs est lente, d'où la nécessité d'engager une mobilisation nationale qui impliquerait le citoyen d'un côté et de l'autre la société civile, les acteurs de la sécurité routière ainsi que les administrations. Cette réunion du comité interministériel chargé de la sécurité routière est l'occasion aussi de mettre en avant les enjeux stratégiques fixés pour faire face à l'hécatombe des accidents de la circulation. Ces enjeux concernent particulièrement les usagers de la route, dépourvus de protection, comme les piétons, les utilisateurs des deux roues et des triporteurs. Nous engageons des mesures concernant les enfants de moins de 14 ans, ainsi que les accidents impliquant un seul véhicule et ceux concernant le transport professionnel. La stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026 vise à réduire de 50% le nombre de tués sur les routes. Un objectif qui reste tributaire des efforts des différents secteurs concernés. La journée nationale de la sécurité routière que nous célébrons ce lundi, justement 18 février, est une occasion de redoubler d'efforts en matière d'engagement et de sensibilisation quant à ce fléau mortel. Car, rappelons-le, le constat reste alarmant malgré la baisse considérable du nombre des victimes. Focus tout de suite à Casablanca sur les tricycles et autres triporteurs en circulation en zone urbaine qui parfois présentent des dangers pour la sécurité routière. Reportage à Casablanca réalisé par Sarah Katir, Brahim Afaq et Fouad Laroui. Paru il y a 10 ans afin d'améliorer les conditions de vie de nombreux citoyens et leur offrir une activité génératrice de revenus, les triporteurs se sont transformés en un vrai cauchemar pour les habitants des grandes villes. Et pourtant, en 2015, le ministère de l'Équipement et du Transport a publié un texte de loi qui oblige ces tricycles à se mettre en règle en immatriculant leurs véhicules au risque d'être pénalisés. L'immatriculation pour ces tricycles est une nécessité. Sans ça, c'est l'anarchie. On est pour le travail, pour garder le gagne-pain de ces citoyens, mais non à l'anarchie. Quelques tricycles sont immatriculés, d'autres circulent dans l'absence de toute traçabilité de ces engins, dans le cas où ils sont impliqués dans de graves accidents de la circulation. On doit respecter le code de la route et agir avec civisme pour sauvegarder notre activité. Certains triporteurs se sont transformés en taxis ou en minibus en l'absence de toute norme de sécurité. Pourtant, le nouveau code de la route interdit formellement aux triporteurs de transporter des personnes. À présent, ces entretiens tenus aujourd'hui à Rabat entre le chef du gouvernement et la ministre des Affaires étrangères de la République de l'Inde qui effectue une visite de travail dans le royaume. Salahuddin Saadi Al-Othmani et Shouma Swaraj ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Ils ont mis en avant l'excellence des relations de fraternité liant Rabat et New Delhi. Lors de cet entretien, la chef de la diplomatie indienne a fortement salué l'incontestable leadership du royaume à l'échelle continentale. La ministre indienne des Affaires étrangères s'est également entretenue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki. Les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le domaine législatif. Shouma Swaraj a également eu des entretiens avec son homologue marocain, Nassar Boureta. À cette occasion, la chef de la diplomatie indienne a remis à Nassar Boureta un message du Premier ministre indien à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette rencontre a été ensuite marquée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente. Cela concerne notamment la lutte contre le terrorisme et l'habitat, la jeunesse, l'économie et la simplification réciproque des procédures de délivrance des visas d'affaires. Cap sur Tarfaya et focus à présent sur la plus grande station éolienne d'Afrique. Opérationnelle depuis 4 ans déjà, le projet est conçu pour alimenter plus d'1 million de foyers. Il permet au royaume de réaliser ses objectifs en termes d'énergie renouvelable. Hassan Tabaï et Boubkar Margabret. L'espace et le vent dont dispose la province de Tarfaya font de son parc éolien le plus grand d'Afrique. Opérationnel depuis fin 2014, le projet est conçu pour alimenter 1,5 million de foyers. Sur un domaine de 10 000 hectares, à une vingtaine de kilomètres de la ville, le parc éolien est constitué de 131 éoliennes qui se dressent chacune à plus de 80 mètres de hauteur.
Le parc éolien de Tarfaya est parmi les plus grands parcs de l'Afrique, avec une puissance installée de plus de 300 MW. Ce parc contient 131 turbines de puissance nominale de 2,3 MW. Ce projet contribue par rapport à la stratégie nationale qui vise à atteindre 15%, qui vise à atteindre 2 gigawatts à l'horizon de 2020 par un taux de 15%. Dans la salle de contrôle, les voyants sont au beau fixe. L'énergie renouvelable produite par les turbines devrait compenser annuellement l'émission de 900 000 tonnes de CO2 grâce à la puissance des vents soufflant entre l'océan et le désert. Le site Tarfaya Énergie se caractérise par un gisement de vent très important de 8,4 mètres par seconde. On se trouve actuellement dans la salle de supervision qui consiste à superviser les travaux, la production et les travaux de maintenance et en coordination avec l'ONE. Le parc éolien de Tarfaya contribue fortement à la concrétisation des objectifs du Royaume en termes d'énergie renouvelable, soit 42% des besoins en énergie électrique du Royaume à l'horizon 2020. Le parc éolien de Tarfaya fait partie d'un autre parc éolien se situant dans le rayon géographique de l'Aïoun. Au Maroc, l'éolien tourne à plein régime. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, des chutes de neige, des pluies et un temps froid prévalent dans plusieurs provinces du royaume. Des chutes de neige de 15 à 40 cm intéressent Al-Haouz, Azilal, Chichawa, Midelt, Ouarzazate et Taroudan. Des pluies et des averses localement modérées et parfois orageuses concernent Essaouira, Safi, Al-Haouz, Chichawa, Marrakech et Taroudan. Et une grande vague de froid intéresse les provinces de Midelt, Azilal, Tinrir, Al-Haouz, Ouarzazate, Chichawa et Taroudan, avec une température minimale variant entre -5 et 0 degrés. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Première escale à Al-Quds occupée, où toute une famille palestinienne a été expulsée hier de sa maison au profit de colons israéliens. Avant que ces derniers n'investissent la bâtisse, plusieurs affrontements ont éclaté entre les habitants du quartier et la police de l'occupant israélien. On habite ici, c'est notre maison, c'est toute notre vie, s'est défendu le père de famille. Au total, ce sont environ 70 familles palestiniennes de ce quartier et quelques 700 personnes dans un quartier voisin à être menacées d'expulsion de leur propre maison par l'armée d'occupation israélienne. Au Sénégal et à J-6 de la présidentielle, dernière ligne droite de la campagne électorale, une campagne durant laquelle les candidats rivalisent de stratégie média et marketing. Le président sortant Macky Sall, candidat à sa propre succession, est confronté à une farouche concurrence. Il compte bien remporter le scrutin dès le premier tour. Son projet électoral est principalement axé sur le redressement de l'économie nationale et le développement social. Le Vietnam, terre de compromis pour abriter le deuxième sommet entre le président américain et son homologue nord-coréen. La rencontre aura lieu les 27 et 28 courants. Les deux chefs d'État devraient discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. À l'approche de ce sommet très important, un important dispositif sécuritaire a été déjà déployé dans la capitale Hanoï, notamment aux environs des aéroports et des sites stratégiques de la ville. Retour chez nous et parlons culture. La technique est peu commune, mais elle n'est pas vraiment nouvelle. Des tableaux faits avec des clous et des fils sur du bois est le terrain de créativité, de prédilection de la jeune artiste marocaine Houyam Rahmani. De fil en aiguille, c'est sa nouvelle exposition, des œuvres originales au plus près du cosmos. Un univers qui ne cesse de faire les beaux jours de l'artiste. Le reportage à Rabat est signé Abdelhamid Jabran et Iman Ablou. Regardez. De fil en aiguille, Houyam Rahmani perce les secrets de l'univers. Les phénomènes naturels, c'est son terrain de créativité qu'elle explore par des fils et des clous sur une noble matière, vivante et surtout naturelle, le bois. J'ai commencé à travailler mon exposition depuis 2010. C'était la découverte
J'ai essayé par la suite de développer mes croquis, mes schémas, jusqu'au bout de 2012. Et par la suite, c'était le commencement du projet, de mon exposition. Donc depuis 2012 jusqu'aujourd'hui, j'ai réalisé les travaux. L'artiste est minutieuse, à l'affût d'originalité, des dessins et des formes géométriques, tantôt colorées, tantôt épurées, une infinité de possibilités à l'image du cosmos. Rouillem a apporté une nouvelle touche d'innovation à ces techniques assez anciennes. Cet art existe depuis longtemps. Ici, la nouveauté réside dans l'harmonisation des couleurs, ce qui fait de ces tableaux de véritables chefs-d'œuvre. La particularité de cette exposition et du travail qu'elle propose au public, c'est que déjà c'est une catégorie nouvelle d'art pour nous Marocains. On n'a pas, moi personnellement, en découvrant cela, c'était la première fois que je découvrais le string art. Et en plus de ça, c'est la notion de précision dans la réalisation de chaque tableau. Ça peut avoir l'air au premier regard que les formes se ressemblent, mais en fait non, quand on porte un deuxième regard plus approfondi, chaque tableau a sa personnalité, son univers et sa technique. Une déclaration d'amour à la nature, source d'inspiration de l'artiste, son fil d'Ariane vers une certaine idée d'élévation et d'ascension spirituelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudden pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.